Il était déjà assis à côté de ma femme, sa main sur sa cuisse, sa voix calme, comme s'il possédait le monde. « Dégage, dit-il, avant que ça ne devienne moche. » Je ne reculais pas. Je me contentais de le regarder dans les yeux en pensant, « Tu n'as aucune idée de qui tu parles. » On dit que le silence est l'arme des faibles. Mais ce jour-là, j'ai appris qu'il peut être la sentence la plus lourde qu'on puisse entendre. Il s'attendait à du scandale, des cris, du drame. Ce que j'ai apporté était autre chose. Une chose qu'il n'attendait pas. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais compris ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je l'avais aperçu dès mon entrée. Derek Stroud. Le nouvel ami de ma femme. Bougies allumées, 2 verres à vin, et un sourire suffisant comme s'il croyait que j'allais simplement faire demi-tour. Il se pencha, plein de morgue, et lança. « Casse-toi, vieux. Je m'appelle Franklin. J'ai 63 ans. Je n'ose pas le ton. Je ne frappe pas. Plus maintenant. Mais cette nuit, j'ai compris une chose, le silence n'est pas la capitulation. Et vous? Que auriez-vous fait si votre propre femme vous avait convié à dîner, pour qu'un autre homme vous ordonne de renoncer à votre propre vie? A-t-on déjà sous-estimé votre dignité au profit du drame? Je ne m'attendais pas à une bougie sur la table. J'attendais une conversation. Ce que j'ai reçu fut une exécution silencieuse. Le Hollow Creek dîner n'avait guère changé en 20 ans, depuis la première fois où j'y avais emmené Mara. Les banquettes gardaient le même velours rouge, élimé par endroits. Le menu jauni au-dessus du comptoir promettait toujours du café à volonté et des tartes maison. Même l'odeur était identique, un mélange réconfortant de cannelle, de café et de vieille huile de friture qui m'enveloppait comme un souvenir auquel j'aurais voulu échapper, mais qui gardait encore son emprise. Lors du dernier Thanksgiving, j'avais passé ma matinée à préparer le repas. Dinde rôtie lentement, farce faite maison, purée à l'ail et à la crème, comme Mara l'aimait. J'avais même sorti la belle vaisselle. Elle avait souri, distraite, remercié, et passé la moitié du dîner sur son téléphone. Cette année, point de dinde. Aucun plan. Juste un message laconique. Retrouve-moi au dîner. On doit parler. Je m'attendais à une demande de thérapie de couple. Peut-être une supplique. Peut-être même un adieu. Mais pas à Derek Stroud. Il était déjà là à mon arrivée. Coude sur la table, avachi dans la banquette, vêtu d'un pull noir de taille trop petit. Derek incarnait l'arrogance pure. Le genre d'homme dont la confiance bruyante couvrait presque Nat King Cole sur le jukebox. Et Mara? Mara était assise à côté de lui. Pas en face. À côté. Sa main traînait trop près de la sienne. Quand je m'approchai, elle me sourit comme si nous étions de vieux amis. Je restai immobile un instant, incertain, partir ou avancer. Nora, la serveuse, me vit depuis le comptoir et m'adressa un sourire apitoyé. Elle servait déjà le cidre. Sans même me demander. Mara désigna la place vide en face d'eux. Franklin, merci d'être venu. Tu te souviens de Derek, n'est-ce pas? Oh, je m'en souvenais. Tout Hollow Creek s'en souvenait. Derek avait été quarterback il y a 35 ans et se pavanait encore comme si sa gloire lycée n'avait jamais pris fin. Aujourd'hui, il tenait une salle de sport en périphérie et parlait nutrition comme d'une secte. Je m'assis lentement. Mâchoire serrée. Mes doigts se crispèrent légèrement sur le bord de la table, seul signe de tension sur un visage composé. Derek se pencha. Voix basse, mais glaciale. Soyons clairs, vieux. On n'est plus des gosses. Tu mérites la vérité. Je ne répondis pas. Je regardai Mara. Elle ne détourna pas les yeux. Il poursuivit. On est ensemble depuis un moment. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Et maintenant, c'est officiel. Je gardai le silence. Les décorations de Noël se reflétaient dans la vitre derrière lui, vert et or sous les néons du dîner. Tu peux te mettre en colère, dit-il. Mais voici les faits, tu peux t'en aller avec dignité, ou faire un scandale. Mara saisit son verre de cidre. Sa main ne tremblait pas. Derek durcit le ton. Tu ne veux pas que ça tourne mal. C'est alors que je le regardai droit dans les yeux. Tu confonds calme et capitulation, dis-je. Un simple constat. Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un cri. Même Derek parut hésiter, se repositionnant légèrement.
Nora apparut, déposant une part de tarte aux pommes devant moi. Inutile de commander. Elle savait que je ne toucherais pas à mon assiette. Mais certains rituels valent la peine, ne serait-ce que pour la dignité. Je me levai. Sortis un billet de 20, lissé sur la table et le recouvris d'une serviette pliée. À l'intérieur, un mot de remerciement pour Nora. Je ne regardais pas Mara. Ne touchez pas à la tarte. Dehors, l'air glacial de décembre me frappa comme un coup. La neige fine poudrait les trottoirs. Mon souffle formait des nuages. Je restai là un instant, sous les lumières jaunes du dîner. Mon reflet dans la vitre était pâle, éclipsé par l'image des deux silhouettes à l'intérieur, toujours assises, toujours au chaud, toujours inconscientes qu'une part de moi venait de basculer. Et ce n'était pas de la colère. La colère brûle vite et fort. Mais ce que je ressentais cette nuit-là, n'était pas de la colère. C'était autre chose. Quelque chose de plus froid. De plus contenu. De plus précis. Un calme épais, dense comme les rivières en hiver. Lentement entraînée, lourde, délibérée. Je ne me suis pas retourné. Dehors, sous les lumières voilées de neige, j'ai laissé échapper un murmure, presque sans m'en rendre compte. Ce n'est pas fini. Mais ça ne se passera pas comme tu l'imagines. Certains foyers meurent en silence. D'autres restent debout juste assez longtemps pour vous tromper. Je suis entré par la porte d'entrée. La maison m'a accueilli sans cri, sans chaos. Juste ce silence épais, pas naturel, joué, comme si les murs retenaient leur souffle, attendant de voir si j'allais exploser ou simplement, exister. Les lumières étaient allumées, mais tamisées. Le chauffage ronronnait, comme chaque hiver. Et dans l'air, flottait encore une odeur de carottes rôties, peut-être de poulet. Quelque chose de léger, subtil. Familier, en théorie. Mais pour moi, c'était comme un décor monté par quelqu'un d'autre, une version théâtrale de ce qui avait été un foyer. J'ai fermé la porte doucement. Je suis resté là, immobile, encore en manteau, observant tout. Sur le comptoir, 2 verres à vin. L'un avec des traces de rouge à lèvres. Aucun des deux n'était le mien. Dans l'évier, une assiette rincée mais pas lavée. À côté, une serviette en tissu plié avec une perfection repassée. Mara n'avait pas repassé de serviette depuis des années. Les flammes dans la cheminée tremblotaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. J'ai avancé lentement dans la maison, sans allumer d'autres lumières. Pas par peur. Mais parce que je ne voulais pas déranger le mensonge que la pièce essayait de raconter. Dans la chambre, le lit était fait comme dans un hôtel. Draps tirés, oreillers alignés avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un soin quotidien. Ça sentait l'anticipation. Je me suis approché. J'ai inspiré profondément. Son parfum traînait encore sur l'oreiller. Mais en dessous, il y avait une autre odeur. Plus forte. Masculine. Une odeur qui n'était pas la mienne. Pas même proche. Je me suis assis au bord du lit, sans un mouvement. Les mains sur les cuisses, le froid de la rue encore prisonnier dans les manches de mon manteau. La chambre retenait son souffle avec moi. Mon esprit ne s'emballait pas. Pas de confusion. Juste de l'organisation. De l'observation. De la nomination. De l'acceptation. Je me suis levé lentement et suis allé à sa coiffeuse. Trop rangé. Pas une épingle à cheveux traînants. Pas une crème hors de sa place. Chaque pinceau, chaque rouge à lèvres, exactement là où il devait être, comme une vitrine. J'ai ouvert le petit tiroir qu'elle n'utilisait presque jamais. Un papier plié. Un reçu d'hôtel. De nuit. Signé des initiales de Derek. J'ai regardé le papier sans cligner des yeux. Il ne brûlait pas dans ma main. Ne me hurlait pas vengeance. Il disait juste, calmement, ce que ce dîner au restaurant n'avait pas fini de dire. Je suis descendu. La cafetière était encore chaude, mais le café intact. Je l'ai éteinte d'un geste. Dans le coin où nous prenions le petit déjeuner, la photo de notre mariage était toujours accrochée. Elle, avec ses boucles douces. Moi, avec plus de sel que d'argent dans les cheveux. Je suis resté là, à fixer l'image. Pas de larmes. Juste cette pression sourde derrière les côtes, comme si mon corps attendait des instructions sur ce qu'il devait ressentir, et avait choisi le silence comme première option. Je suis allé au garde-manger.
J'ai poussé un pot de mélasse oublié et une cuillère à glace cassée. Derrière eux, je l'ai trouvé. La vieille radio. Poussiéreuse. Presque oubliée. Celle que je lui avais offerte pour notre premier Noël en tant que mari et femme. Emballée avec trop de papier doré et un ruban qu'elle avait gardé pendant des années. J'ai pris la radio. Je l'ai retournée dans mes mains. Puis je l'ai remise à sa place. Tout n'a pas besoin d'être récupéré. Dans le salon, j'ai ouvert le tiroir sous le canapé. J'ai sorti un petit sac. Juste l'essentiel. 2 pantalons, quelques chemises en flanelle. Le pull bleu qu'elle disait faire ressortir mes yeux. Des chaussettes. Une brosse à dents. Un rasoir. J'ai tout fait avec calme. Avec méthode. Sans hâte. Juste de la clarté. Dans la cuisine, j'ai pris le bloc-notes du tiroir près du frigo. J'ai écrit, d'une écriture ferme. Tu as choisi le bruit. Je choisis le silence. J'ai posé le mot là, près de la cuisinière, sous la salière en céramique en forme de poule. Celle qu'on avait achetée dans le Vermont. Je n'ai pas voulu la déplacer. Ça la faisait encore rire. Du moins, autrefois. Dehors, l'air avait changé. La neige était revenue, douce, comme de la poussière dansant sous les réverbères. En descendant les marches du porche, j'ai entendu un craquement venant de la maison d'à accent grave côté. C'était monsieur Cal Turner. Enveloppé dans une robe épaisse, tenant une tasse de quelque chose de chaud. Il n'a rien dit. Juste hoché la tête une fois, lentement, avec ce regard qui vous traverse. Comme s'il savait tout, bien avant moi. J'ai répondu d'un léger signe de tête. Parfois, dans des villes comme Hollow Creek, le silence est déjà une conversation suffisante. Au lieu de me diriger vers le garage, j'ai contourné la maison et suis passé par la porte arrière menant à l'allée. Mes bottes ont laissé des empreintes nettes dans la neige fraîche. Chaque pas était réfléchi. Le sac cognant contre ma hanche, la fermeture éclair tintant comme une clochette. Quand je suis passé devant l'atelier, je me suis arrêté un instant. La lumière était encore allumée à l'intérieur. La vieille boîte à outils de mon père était toujours dans le même coin. Sous le panneau à crochet qui n'avait pas vu un outil neuf depuis 10 ans. J'ai failli ouvrir la porte. Juste pour toucher le bois. Juste pour me souvenir. Mais non. Je me suis contenté de regarder un instant. Et j'ai continué à marcher. C'est alors que mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un seul message a illuminé l'écran. T'as fini ton cinéma? Je suis resté planté là à fixer ces mots longtemps. Le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Mais je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Il croit que je me tais parce que je suis faible. Mais je me tais parce que j'écoute. Le garage avait toujours la même odeur, caoutchouc vieilli, sel d'hiver, essence. Un parfum étrange de nostalgie et de routine. Ce mélange qui définit Hollow Creek depuis que quelqu'un a eu besoin d'une réparation pour la première fois. À travers les vitres embuées, les flocons de neige glissaient en silence, dessinant des halos autour des outils accrochés aux panneaux perforés. Le bureau à l'arrière était plus chaud. Désordonné, mais accueillant. La cafetière dans le coin produisait ce bourdonnement familier, comme si elle aussi n'était pas pressée d'aller quelque part. Je me suis assis face à Eddie Malone. Même chemise en flanelle que d'habitude. Probablement la même depuis ses années dans la police. Eddie n'a jamais été du genre à poser des questions pour découvrir. Il demande juste pour confirmer ce qu'il sait déjà. Aujourd'hui, il a juste bu une gorgée dans sa tasse ébréchée où était écrit « Retraité, pas fatigué ». Et il m'a attendu. Je ne cherche pas d'histoire, ai-je dit. Ma voix était ferme, stable. Je veux juste la vérité. Il a hoché la tête lentement, reposant sa tasse. C'est pour ça que tu hurles pas? J'ai esquissé un sourire bref. Tu m'as déjà vu hurler? Il a ri, ce son grave de quelqu'un qui en a trop vu. D'accord. Mais personne vient ici avec cette gueule, à moins d'être sur le point de faire sauter un truc. Je ne ferai sauter rien, ai-je répondu. Du moins, pas à voix haute. Eddie s'est renversé dans sa chaise, croisant les doigts sur son ventre. Dis-moi, jusqu'où ça va aller? Je n'ai pas tout raconté. Juste les contours. Le dîner. Le collier. Les verres à vin. Le reçu de l'hôtel. Derek Stroud.
Et le silence de Mara, si épais qu'il faisait plus de bruit qu'un cri. Eddie écoutait comme on archive des preuves. Silencieux. Attentif. Quand j'ai eu fini, il s'est levé. A ouvert un classeur dans le coin et en a sorti une chemise étiquetée. Registre public, location. Il l'a posée sur la table, sans faire d'histoire. Derek a été négligent, a-t-il dit. Il a cosigné un bail en centre-ville le mois dernier. Pas une résidence principale. Il y a aussi des réservations d'hôtels. Une au nom de M. Les anciennes initiales de Mara. MHG. J'ai vérifié les dates. Elles correspondaient au week-end de la collecte de fonds de l'école. Celui où elle disait aller aider. J'ai fixé les papiers, mais je ne les ai pas touchés. Tu as gardé tout ça. Je garde beaucoup de choses, a-t-il répondu avec une lassitude qui ne venait pas que de l'âge. Parfois, la justice n'a pas besoin d'un badge. La porte d'entrée a tinté. Nous nous sommes tournés en même temps. Sadie Garner est entrée, secouant la neige de son manteau. Quand elle m'a vu, elle a semblé surprise, puis presque soulagée. Je ne m'attendais pas à vous voir tous les deux dans la même pièce, a-t-elle dit avec douceur. Je me suis levé. Bonsoir, Sadie. Elle a acquiescé, son regard toujours aussi apaisant. Je ne veux pas déranger. Je venais juste déposer ça. Elle a sorti de son sac une enveloppe aux bords usés. Mara l'a écrite il y a un moment. Ne l'a jamais envoyée. Je l'ai trouvée quand elle m'a demandé de l'aider à vider le tiroir de son bureau. Le printemps dernier. J'ai hésité. Pourquoi me donner ça maintenant? Elle m'a regardé avec une fermeté venue de ceux qui ont souffert en silence. Parce que tu mérites de voir l'image complète. Et parce que je pense que tu sauras quoi en faire. J'ai pris l'enveloppe avec précaution. Je ne l'ai pas ouverte. Merci. Elle a hoché la tête à nouveau et est partie, discrète, comme si elle n'était jamais entrée. Eddie a ouvert un autre tiroir, en a sorti une clé USB. Il l'a tenue entre ses doigts comme si elle pesait plus que son poids. J'ai récupéré ça. Registre d'hôtel. Virement bancaire. Le siret de la salle de sport de Derek. Devine qui a investi sous son nom de jeune fille? Je n'ai pas bronché. J'ai juste pris la clé et l'ai glissée dans ma poche, comme une pièce oubliée. Tu vas tout faire exploser? A demandé Eddie à voix basse. Mes yeux étaient calmes. Non. Je vais juste allumer une bougie. Et laisser la vérité faire le reste. Je suis resté un peu plus longtemps, à parler avec lui de rien. Du temps. Des pneus neige. Des défaites récentes de l'équipe du lycée. Puis je suis reparti, dans le froid et les flocons qui tombaient en silence. L'enveloppe toujours fermée dans ma poche. La clé USB contre ma hanche. Dans la maison encore la nôtre, sur le papier, je n'ai allumé aucune lumière. J'ai posé les clés sur le plan de travail. Accroché mon manteau. Je suis resté là, immobile, devant la fenêtre, à regarder la neige s'accumuler sur la rambarde. C'est alors que je l'ai vu. Quelque chose enveloppé dans du papier aluminium et un torchon, déposé sur le porche. J'ai ouvert la porte. C'était un pain de maïs, encore tiède. Sous le pain, un petit mot, écrit d'une main soignée. Je me suis dit que tu aurais besoin de quelque chose de réel ce soir. Cal. Je n'ai pas souri. Mais quelque chose en moi a cédé. Un demi-millimètre. Peut-être moins. Je suis entré. J'ai posé le pain sur le comptoir. Puis je suis allé jusqu'à la table de nuit. J'y ai déposé la clé USB, juste à côté de la pile de livres que je n'avais pas ouvert depuis des semaines. Je ne l'ai pas branché. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. À la place, je suis allé au garde-manger. J'ai atteint l'arrière du pot de mélasse. Sorti la vieille radio. J'ai essuyé la poussière avec la manche de mon manteau. Tourné le bouton. Le son qui en est sorti était un grésillement. Un souvenir en forme de statique. Un jazz doux a rempli la pièce, flottant bas et velouté, les notes suspendues dans l'air comme des fantômes qui savaient qu'ils étaient les bienvenus. Je me suis assis dans le fauteuil. Et j'ai fermé les yeux. J'ai juste écouté. Dans les petites villes, les secrets n'ont pas besoin d'être criés. Ils passent de tasse en tasse, entre sourcils haussés et sourires qui n'atteignent jamais les yeux. La neige était tombée juste assez pour étouffer les sons de Hollow Creek.
Les pneus glissaient sans protester sur les rues gelées. Les conversations s'échappaient en murmures, entre les balustrades et les vitrines clignotantes. Je marchais, le manteau boutonné jusqu'au cou, les mains gantées dans les poches. Sans hâte. Sans destination. Je n'en avais pas besoin. La poste se trouvait à l'angle de Maple et de la 5e. Bâtiment bas en briques, couronne aux fenêtres, lumière blanche clignotant avec peine. À l'intérieur, le chauffage grinçait, probablement depuis l'ère Nixon, si je devais parier. Quelques voisins bavardaient au comptoir, plus entre eux qu'avec l'agent. Je me suis approché du panneau d'affichage, faisant mine de lire, mais écoutant réellement. J'ai entendu dire qu'elle l'appelle déjà, son compagnon, a soufflé une femme. La voix plus curieuse que jugeante. Elle n'est même pas encore divorcée. Oh, chérie, a répondu une autre, ils se tiennent la main depuis Halloween. Je les ai vus au supermarché du coin. Je ne me suis pas retourné. Je fixais le prospectus jauni annonçant la réunion des anciens élèves de Hollow Creek High School, le 17 décembre, dans la salle communautaire. Il fut un temps où cela m'aurait fait sourire. Aujourd'hui, ça ne faisait que me rappeler ce que c'était, d'avoir 14 ans. D'être à côté. Sans voix. En sortant à nouveau sous la neige, j'ai vu un pick-up garé de l'autre côté de la rue. Je l'ai reconnu tout de suite. Derek, appuyé contre la carrosserie comme s'il posait pour une photo. Lunettes noires. Bras croisés. Je n'ai pas hésité. J'ai relevé le col contre le vent et je me suis dirigé vers Whitman's Books and Things. La clochette au-dessus de la porte a tinté doucement. La chaleur m'a enveloppé immédiatement. L'odeur de papier et de cannelle, le bourdonnement d'un chauffage luttant contre le froid. Les étagères serpentaient à travers la boutique comme une bibliothèque qui aurait oublié où elle finissait. Et derrière le comptoir, Joanne Whitman m'a regardé. Ses yeux brillaient comme si elle m'attendait déjà. Franklin, a-t-elle dit, avec un demi-sourire. Tu dessines encore des arbres sur des serviettes en papier. J'ai esquissé un sourire. Je crois que les serviettes étaient les seules à vraiment écouter. Elle a ri, a attrapé la bouilloire derrière le comptoir. Tu prends toujours ton cidre de la même façon? Il y a des choses qui ne méritent pas d'être changées. Elle m'a servi une tasse, entre ses mains marquées mais chaudes. J'ai appris la nouvelle, dit-elle sans détour. Je sais, ai-je répondu. On s'est assis à l'arrière, entre des piles de livres qui semblaient dormir. Elle ne m'a pas pressé. Elle a simplement bu son cidre et m'a regardé comme seuls les bibliothécaires savent regarder, en lisant ce que les autres ne voient pas. Tu sais, a-t-elle fini par dire, Derek a toujours été une tempête déguisée en joueur de foot, à la recherche d'un mur contre lequel s'écraser. Je regardais la vapeur monter de ma tasse. Et moi, j'étais le mur. Elle a esquissé un sourire triste. Mais tu ne t'es jamais fissuré. Tu absorbais juste l'impact, et tu continuais. J'ai pensé à tout ça. Au couloir. Au casier. Au vacarme qui effaçait tout. À l'époque, ça ne ressemblait pas à de la force, ai-je murmuré. Elle a incliné la tête. Tu étais fort. T'étais juste entouré de trop de bruit pour t'entendre. Dehors, le tintement des clés de Derek a brisé le moment. On l'a vu par la fenêtre, monter dans son pick-up. Il est parti sans un regard en arrière. Pas une seule fois. Joanne n'a rien dit. Moi non plus. Mais quelque chose s'est replacé en silence, entre nous. Après un moment, je me suis levé. J'ai remercié. Elle avait déjà préparé une deuxième tasse de cidre, fermée. Pour Monsieur Turner, dit-elle. J'ai hoché la tête. Il l'aime encore bien chaud. Elle a souri. Il aime encore la plupart des choses, en silence. Dehors, le froid m'a effleuré les joues comme un soupir ancien. J'ai marché lentement à travers la neige jusqu'au porche de Monsieur Turner. Les planches ont craqué sous mes bottes. Le vent a fait frémir la couronne sur la porte. Mais la chaise berçante était vide. La lumière du porche, éteinte. Je suis resté là un moment. La tasse chaude entre les mains. J'ai regardé l'endroit où il s'asseyait, avec la couverture sur les genoux, et ses salutations muettes. Puis, avec calme, j'ai déposé la tasse à côté de la porte, et je suis retourné au silence. Certaines batailles se gagnent avec les poings. D'autres, avec des dossiers. Et le courage de les ouvrir sans jamais hausser le ton. Le bureau était silencieux. D'un silence presque solennel,
typique des endroits où tout le monde connaît déjà la vérité, mais où personne ne l'a encore dite à voix haute. 2 chaises. Un bureau en bois. Une fenêtre solitaire donnant sur Main Street. Dehors, le vent faisait tambouriner les dernières feuilles mortes sur le trottoir. La neige n'était pas encore revenue, mais l'air portait déjà le poids d'une promesse rompue. Je me suis assis bien droit. Manteau boutonné, les doigts reposant calmement sur le bord du bureau. En face, Mara. Blazer bleu marine, rouge à lèvres trop foncées pour l'heure. Ses mains étaient entrelacées, l'alliance absente de façon criante. Impeccable. Professionnel. Maîtrisé. Charles King, le médiateur, s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des termes finaux. J'attends de la courtoisie, de la civilité et, surtout, de la clarté. Mara acquiesça fermement. Bien sûr. Je ne dis rien. J'ai simplement sorti une enveloppe brune de mon sac et l'ai posée sur la table. Elle ne fit aucun bruit. Mais son poids, lui, remplissait toute la pièce. J'ai vu ses yeux glisser vers elle, puis revenir à mon visage. Qu'est-ce que c'est? Charles l'ouvrit prudemment. Il sortit les documents lentement, comme s'il tournait les pages d'un livre dont il connaissait déjà la fin. Capture d'écran. Virement. Reçu d'hôtel aux horaires trop parlants. Contrat de location signé du nom de Derek Stroud, gribouillé à côté du sien. Sûr de lui. Typique. Les sourcils de Charles se froncèrent. Certains de ses comptes étaient conjoints, d'autres dissimulés sous votre nom de jeune fille. Cela peut être interprété comme de la mauvaise foi, Madame Aye. Sa mâchoire se crispa, mais sa voix resta ferme. Tu m'espionnais? J'ai soutenu son regard. Non. Je documentais simplement ce qui avait déjà été laissé derrière. Elle détourna les yeux par la fenêtre. Quand elle me regarda à nouveau, elle semblait fatiguée de devoir maintenir le ton. Tu as toujours été dramatique quand tu étais blessé. J'ai toujours été silencieux quand j'étais déçu, ai-je répondu. C'est juste que tu n'as jamais écouté assez longtemps pour faire la différence. Charles tapa doucement son stylo contre le contrat. Ceci n'est pas un procès, mais ces documents compliquent toute réclamation de dépendance financière. Monsieur Aye est dans son droit de refuser la pension. Mara croisa les bras. Alors tu veux me détruire? Non, dis-je, avec le calme qui ne vient qu'après la douleur. Je t'offre la sortie la plus propre que tu auras jamais. Charles me regarda, puis la regarda. Franklin, pouvez-vous énoncer vos termes pour le dossier? Je n'ai pas levé les yeux vers eux lorsque j'ai répondu. Pas de pension. Pas de partage des biens au-delà de ce qu'elle a déjà pris. Elle garde le nom. Moi, je garde la paix. Sa voix trembla, pour la première fois. Tu crois que c'est noble. Mais tout ce que tu fais, c'est me punir sans élever la voix. Je me suis tourné vers elle, lentement. Calme. Ferme. Tu m'as invité à dîner. Mais ce que tu m'as servi, c'était un enterrement, que tu as appelé une clôture. Elle paraissait plus petite, là. Les talons ne suffisaient plus à lui donner la hauteur qu'elle voulait. Pourquoi tu fais ça? La réponse est venue avant même que je réalise qu'elle était prête depuis longtemps. Parce que je me souviens de qui j'étais avant de devenir ce que tu avais besoin que je sois. Charles posa son stylo et se cala contre le dossier. Vous êtes plus calme que la plupart. Généralement, ça veut dire que vous avez déjà tourné la page. Je me suis levé. J'ai boutonné mon manteau. J'ai hoché la tête. J'ai tourné. Elle ne dit plus rien. Ce n'était pas nécessaire. Le silence dans cette pièce avait déjà choisi son camp. Quand je suis sorti, l'air m'a frappé avec la netteté d'un prêtre à la fin d'une messe, froid, limpide, définitif. Le vent s'engouffra par le col ouvert, mais je ne l'ai pas refermé. Le téléphone vibra. Un message d'Eddie. Il utilise ton nom à la salle, Frank. Tu devrais voir ça. Je ne lui ai rien pris. J'ai juste cessé de lui donner des morceaux de moi. Le chalet que j'avais loué était à la lisière de Hollow Creek, avec la véranda tournée vers le bois silencieux. Les arbres là-bas savaient garder les secrets comme on garde la neige sur les branches. Un crépuscule bleu-gris commençait à tomber, cette teinte qui murmure que la journée est finie avant même que tu aies eu le temps de répondre. De la fumée s'échappait de la cheminée. À l'intérieur, le feu crépitait avec force.
La lumière chaude coulait sur les murs en pin et une cuisine qui sentait le gingembre et le pain frais. J'étais près de la fenêtre. Tasse chaude entre les mains. Regardant les flocons danser de travers dans le vent. J'avais allumé le feu 1 heure plus tôt, juste après avoir relu la lettre de Sade. Une phrase résonnait encore dans ma poitrine, comme un tambour sourd. Je n'ai jamais eu le courage de le dire. Mais je t'ai vu. Je t'ai toujours vu. On frappa à la porte, doucement. Sans urgence. Presque avec respect. J'ai ouvert. Johann Whitman. Écharpe épaisse, joue rosy, un sac en papier dans les bras. J'ai apporté 2 choses, dit-elle. Une se mange. L'autre s'écoute. J'ai fait un geste pour l'inviter à entrer. Elle entra comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle appartenait au lieu silencieux. Elle posa le sac sur la table et en sortit un pain encore chaud. Puis un petit paquet rectangulaire, enveloppé dans du tissu. Quand elle le déballa, j'en perdis presque le souffle. C'était l'ancienne radio. Propre. Polie. L'écran en verre n'était plus embué. Elle la brancha, tourna doucement le bouton. Un instant de silence. Puis, le grésillement. Et puis, le jazz grave, chaleureux, comme une voix qui se penche et murmure. Tu es encore là. Johann ne dit rien. Elle posa simplement une enveloppe à côté du pain. De la part de Cal, dit-elle. Il l'a laissée à l'infirmière. Il a demandé qu'on te la remette quand la neige arriverait. J'ai pris l'enveloppe avec précaution. Je me suis assis sur la chaise en bois, près du feu. L'écriture sur l'extérieur était tremblante, mais familière. À l'intérieur, un mot court. L'écriture de Cal Turner était encore ferme. Inimitable. Astérisque astérisque, Franck. Ne laisse pas passer les bonnes choses 2 fois. Le pain de maïs n'était qu'un prétexte. Maintenant tu vas écouter autre chose que tes propres pensées. Cal, astérisque astérisque. J'ai replié le mot avec soin, le pressant entre mes doigts jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Johann servit du cidre dans 2 tasses. Elle m'entendit une sans demander comment je l'aimais. Nous nous sommes assis à la table, la radio murmurant entre nous, le pain reposant entre tiède et chaud. Aucun de nous n'a tendu la main. Elle regarda l'étagère au-dessus de la cheminée, où reposait un mince recueil de poésie entre un guide de terrain et un livre de cuisine oublié. Tu sais, dit-elle, Dickinson avait raison. Certaines choses qui volent ne sont faites que pour se poser une seule fois. Elle ouvrit le livre avec précaution, trouva la page sans chercher. Sa voix était basse, mais assurée. L'espoir est cette chose à plumes. Qui se perche dans l'âme. Et chante une mélodie sans mots. Et ne s'arrête jamais, jamais. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas imaginé le passé. Je n'ai pas pensé à la maison que j'avais quittée, ni à la femme qui y avait un jour vécu. Je n'ai pas tenté de reconstruire ce qui s'était effondré, aussi silencieusement que complètement. J'ai simplement écouté. Le feu crépitait doucement. Dehors, la neige tombait plus fort maintenant, s'accrochant aux rampes et aux chemins de gravier. À l'intérieur, l'air sentait le pain et ce genre de pain que seule une libraire aurait la patience de pétrir à la main. La main de Johann reposait près de la mienne sur la table. Sans toucher. Juste assez proche. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit, doucement. Je n'ai pas besoin de me justifier. Elle a souri. Ce n'était pas un grand sourire, ni éclatant. C'était réel. Elle referma le livre et le posa à côté de la radio. Certaines histoires ne se terminent pas, dit-elle. Elles se reposent, c'est tout. La radio bourdonnait doucement. Dehors, la neige commençait à s'accumuler. À l'intérieur, pour la première fois, rien ne manquait. Certains dénouements n'arrivent pas avec des portes qui claquent ou des voix qui s'élèvent. Parfois, ils viennent avec une musique douce, une cuisine propre et le poids délicat de quelqu'un qui choisit de rester. Je n'ai ni gagné ni perdu. Je suis simplement sorti du vacarme et j'ai retrouvé ce qui, en silence, avait toujours été à moi. La dignité, la paix et le droit de ne plus avoir à justifier ma valeur. Car la trahison ne définit personne. Mais la façon dont on se relève après, oui. Comme une lumière de porche allumée au crépuscule de l'hiver. Le calme peut devenir une forme de force. Et la douceur. La réponse la plus limpide.
Si cette histoire a éveillé quelque chose en toi, alors transmets ce calme autour de toi. Quelqu'un, tout près, attend peut-être juste le bon moment. Pour recommencer. En silence. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire m'a profondément touché. Parfois, la plus grande force réside dans le silence, dans le choix d'avancer sans blesser l'autre, mais sans s'oublier soi-même. La dignité, la paix et les nouveaux départs sont des victoires discrètes, mais puissantes. Si cela a résonné en vous, partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ou de ressentir exactement cela. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.